Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 17e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours, le tourisme, comme vous en avez l'habitude, la gastronomie. On aura pas mal de choses à dire du côté de la gastronomie, il y a pas mal de choses de qualité à manger du côté de la Drôme. Et puis on regardera également les favoris, le programme également de la journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, et on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, ça se passe dans les commentaires, et je remercie les gens qui font cet effort, je remercie les gens qui se sont abonnés pendant ce Tour de France, je remercie également les gens qui cliquent rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès qu'ils les voient sur leur fil d'actualité YouTube, donc juste après les mises en ligne des vidéos, ça permet de les mettre plus en avant sur la plateforme et donc d'attirer potentiellement de nouveaux abonnés, donc ça me permet de me soutenir également. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de rajouter la petite cloche à côté du bouton abonnez-vous. Étape numéro 17. Comme je le dis assez souvent, étape de plat en troisième semaine ne veut pas toujours dire sprint. On l'a vu notamment ces dernières années, on l'a vu sur les grands tours même, notamment ces dernières années. Oui, parce qu'une étape de plat, les coureurs sont fatigués, même s'il y a eu la journée de repos il y a 2 jours, parce que on a des sprinteurs qui sont rentrés à la maison. Il y a des sprinteurs également qui savent qu'ils ne s'imposeront pas, tout simplement parce qu'ils ont vu la hiérarchie également devant eux. Et puis on a des baroudeurs qui sont très motivés parce qu'ils savent que vous avez des équipes qui sont fatiguées, parce qu'ils savent que c'est une opportunité pour eux sur ce type d'étape, notamment plutôt les baroudeurs qui aiment les étapes de plat. Ils savent que grosso modo jeudi, vendredi c'est mort. Les Champs-Élysées, on ne sait pas trop comment ça va se courir, ça reste quand même une belle incertitude. Et samedi, c'est pas si plat que ça. Même si c'est moins difficile que ce à quoi on pourrait s'attendre et on pouvait s'attendre en passant dans la région. Ça donne souvent des étapes à suspense ces dernières années. On a souvent un cocktail assez explosif avec des baroudeurs qui arrivent à résister jusqu'au bout et derrière des sprinteurs qui échouent à pas grand-chose. Sauf que ça, c'est dans des années un petit peu plus classiques de Tour de France. Cette année, en termes de sprint, pour le moment, on en a eu 3. On a eu 3 sprints massifs. On a eu Dunkerque, Laval, Châteauroux. Et encore, Châteauroux, on a failli pas en avoir. C'est-à-dire que les sprinteurs, ils ont encore extrêmement faim. Ça veut dire aussi qu'on ne connaît pas totalement la hiérarchie. Par rapport à d'habitude où il y a une hiérarchie qui est clairement établie, là on se doute que Milan et Merlier sont les plus forts, mais il y a peut-être des équipes qui ont encore envie de jouer. Et puis contrairement à d'habitude, où on se disait, bon on va peut-être pas jouer ce sprint là à 100% parce qu'on a encore les Champs-Élysées, on en garde pour les Champs-Élysées, oui mais cette année les Champs-Élysées, on n'est pas sûr d'avoir un sprint du côté des Champs-Élysées. C'est peut-être la dernière opportunité pour les sprinteurs sur ce Tour de France. À partir de ce moment-là, ils ont encore faim et ils vont avoir envie. Surtout qu'il y a la bagarre pour le maillot vert. Eh bien oui, la bagarre entre Pogačar et Milan. Milan n'a pas suffisamment de points d'avance. Donc, il va falloir marquer des points aujourd'hui, ce qui risque peut-être de compliquer la tâche des baroudeurs par rapport à d'habitude sur cette étape. Donc c'est vrai que les sprinteurs ont peut-être des motivations supplémentaires par rapport aux dernières années avec cette journée du côté de Valence et du côté de la vallée du Rhône. Vous avez les tenants et les aboutissants. On regarde le dénivelé positif de cette journée. 1722 mètres. 13e étape dans ce classement. C'est techniquement l'étape de plat la plus compliquée. En prenant vraiment toutes les étapes complètement plates. Et en ne prenant pas les étapes, on va dire, légèrement vallonnées. Donc ça reste quand même une étape raisonnable en termes de dénivelé positif, malgré 2 bosses de 4e catégorie, ce qui nous donnera donc seulement 2 points au classement de la montagne au maximum. Et au classement par points, donc le classement du maillot vert, 70 points en tout, 20 points au sprint intermédiaire, 50 points à l'arrivée, car c'est une étape de sprint.
On regarde tout de suite le parcours de cette journée. Hop là, ça ne veut pas s'afficher. Hop, si, ça va peut-être s'afficher là. Oui, vous l'avez à l'écran. Ça marche toujours très bien avec Microsoft Edge. Parce que ça, d'habitude, j'utilise Opera. Mais pour le Tour de France, comme j'ai un fichier en PDF avec le parcours de l'étape du jour, eh bien, je passe par Edge. Ce qui est plus facile, voilà, au niveau lecteur PDF. Bon, alors on part de Volène pour aller à Valence. Étape courte, hein, 161 km aussi, hein, du côté de cette journée. Avec deux bosses de 4e catégorie au programme. Il y en a même une, ça aurait pu être limite une 3e catégorie. Voilà, mais on a décidé de la laisser en 4e catégorie. Début de journée plutôt en prise, hein, même si c'est pas très pentu, parce qu'encore une fois, l'échelle est trompeuse. Hein. Le dénivelé, enfin le maximum c'est 622 mètres, on a l'impression que c'est le Mont Ventoux, le col du Pertuis. Non, c'est pas le Mont Ventoux, hein. C'est juste l'échelle qui est trompeuse, voilà, cette échelle de Pro Cycling Stats. Donc oui, début de journée du côté de Volène. On passera donc par un sprint intermédiaire en bosse à Roche-Saint-Secret-Béconne au kilomètre 48. Donc on verra si la Lidl Trek essaie de contrôler jusqu'à ce sprint intermédiaire ou si on laisse partir une échappée de 3-4 coureurs s'il n'y a pas trop de monde ou si ça relance encore énormément à ce moment-là. Ensuite on redescend vers Dieu-le-Fit et le col du Pertuis, 3 km 7 à 5,1 de moyenne, mais on aurait pu vraiment aller au sommet qui est 2-3 km plus loin et ça aurait presque pu faire une côte de 3e catégorie. Je vous montre pas les montées en détail, hein, parce que c'est pas forcément très intéressant. On redescend vers Bordeaux. On sera déjà à moins de 100 km de l'arrivée à ce moment-là, hein, au moment du col du Pertuis. On arrive ensuite à Puy-Saint-Martin, à Marsanne, on aura une bonne petite bosse du côté de Marsanne pendant 4-5 km avant d'attaquer le col de Tartequille, 3 km 9, 3,5 de moyenne, côte de 4e catégorie. Pas extrêmement pentu, voilà. Puis on redescend vers Grane et ensuite eh bien, les 30 derniers kilomètres sont entièrement plats pour arriver du côté de Valence. Les passages techniques du côté de l'arrivée, là encore j'ai du mal à comprendre pourquoi la sprint zone est dans les 5 derniers kilomètres alors que cette zone sprint, donc je rappelle la zone sprint c'est la zone des 3 km, avant des 3 km, donc vous êtes reclassé dans le temps du groupe auquel vous apparteniez au moment des 5 km s'il y a une chute ou un problème mécanique. Parce qu'on s'aperçoit que le premier rond-point il est aux alentours des 4 km, donc on aurait peut-être pu mettre cette zone-là aux 4 km juste avant le rond-point. Rond-point avec un terre-plein central, on pourra passer des deux côtés, c'est ce que nous indique l'organisateur. Ça sera la même chose au rond-point des 3 km, comme au rond-point des 2 km 500, comme au rond-point des 2 km, ça veut dire terre-plein central, mais on peut passer des deux côtés sur chacun de ces ronds-points. Donc on est quand même, je pense, sur des très très gros ronds-points parce qu'on a l'air d'être sur une très très grosse route hein, pour arriver dans Valence. Et puis après, dans les 2 derniers kilomètres, la seule difficulté, c'est un virage. Même pas vraiment un angle droit. On est sur un virage assez large aux alentours de 600 mètres de l'arrivée. Et puis en plus, la dérivation se fera à 900 mètres. Donc voilà, la dérivation se fait assez tôt hein, dans ce final d'étape. Et donc dernière ligne droite, 600 mètres à vue, largeur 6 mètres 50. Donc ça reste raisonnable en termes de largeur de route, voilà, du côté de cette étape à Valence. Donc c'est pas hyper technique, il faudra faire attention du côté des ronds-points, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer. On regarde la carte de l'étape. Et bien une carte de l'étape assez simple, hein. On part donc de Bolène pour aller à Valence, avec une journée qui sera assez plate hein, et on voit qu'on évite hein, les grosses difficultés des Alpes pour aller du côté de Valence avec cette traversée, en fait c'est cette remontée de la vallée du Rhône
On ne prend pas non plus les difficultés à la fois de la classique Drôme-Ardèche, à la fois de la classique, de la classique Ardèche et de la classique Drôme, qui seront utilisées pour les championnats d'Europe. C'est vrai qu'on aurait pu faire presque une répétition pour les championnats d'Europe. Ça n'a pas été décidé par les organisateurs du Tour de France. Et on regarde désormais le tourisme dans la région. On commence avec la collégiale Saint-Martin de Bolène, collégiale qui a été construite entre 1112 jusqu'en 1924. Bien entendu, ça n'a pas été pendant toute la durée de la fabrication. Alors, la ville de Bolène s'est développée autour de la colline du Puy. Et son église est consacrée en 1112 et 1119 par Hugues de Bourgogne, qui est archevêque de Vienne. En 1505, le sculpteur Nicolas de Ventouéjoux va réaliser un portail pour remplacer celui du sud de l'église. Alors en 1562, les protestants du baron des Adrets prennent Bolène et mettent le feu à l'église. Après avoir précipité les chanoines du haut de la tour Saint-Antoine, elle va être reconstruite en 1584. Des chapelles vont être ajoutées au XVIIe siècle. Et puis en 1727, l'église est érigée en collégiale desservie par un chapitre de chanoines. Et entre 1948 et 1950, commencent les premières restaurations. Et la dernière restauration a eu lieu entre 2009 et 2014 du côté de ce lieu. On passe à la maison cardinale, voilà, que vous avez à l'écran. La maison cardinale qui est ici, construite au XIIIe siècle. Alors un style qui est éclectique, selon ASO et le Tour de France. La construction de l'édifice daterait du début du XIIIe siècle. Ce bâtiment aurait servi de tour de guet pour les troupes du comte de Toulouse. En 1224, Raymond VII de Toulouse y aurait installé une garnison durant son conflit avec le roi de France. En 1270, sa fille Jeanne de Toulouse obtient la co-seigneurie de Bolène en échange de sa protection du prieuré Saint-Martin voisin. Et durant la présence des papes en Avignon, les cardinaux du Saint-Siège auraient utilisé les lieux. Voilà. On compte donc pas mal de cardinaux qui ont été présents du côté d'Avignon et du côté donc de cette maison cardinale à Bolène. Voilà. On poursuit et on termine avec la maison de la Tour et Tour 2 des prisons. Alors je n'ai pas trouvé de photos de ce monument ou des photos en mauvaise résolution. Donc vraiment c'était du 250 sur 250 pixels, c'est pas l'idéal. Donc maison de la Tour et des prisons qui datent du XIIIe siècle au XVe siècle. C'est un style médiéval. La tour résidence désignée dans les textes anciens sous l'appellation de maison de la tour, formée avec la tour voisine servant de prison, un ensemble homogène réuni par un corps de bâtiments transversal jusqu'à la veille de la Révolution. Alors la présence de cette on date cette construction au milieu du XIIIe siècle, selon les textes. Normalement, on pourrait dater un petit peu avant la moitié du XIIIe siècle. Donc la maison de la Tour et les tours des prisons. Voilà, du côté de Bolène. Eh bien, on poursuit nos pérégrinations. Alors, on quitte le Vaucluse. De toute façon, sur cette étape, on quitte très vite le Vaucluse pour atteindre la Drôme. Et dans la Drôme, nous commençons par Rochegude. Rochegude, c'était le siège d'un prieuré qui a aujourd'hui disparu. Alors, on a conservé l'église Notre-Dame des Aubagnons, qui est d'un style roman provençal, et qui est inscrit au monument historique depuis 2021. Alors, Rochegude est dominé par son château, qui conserve une tour en ruine du XIIe siècle, qui est un vestige de la forteresse médiévale, qui a été énormément modifiée jusqu'au XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est un château, c'est même un hôtel, relais château. Donc vous avez également un restaurant gastronomique réputé, voilà, du côté de Rochegude. On poursuit dans ces pérégrinations avec le château
le château de Suse-la-Rousse, voilà, que vous avez à l'écran. Ce château qui a été construit par les princes d'Orange à l'emplacement d'un relais de chasse offert par Charlemagne à son cousin. Voilà, alors la forteresse dominait le pays. Et ce qui fait que ce château a été modifié à la Renaissance pour le transformer de château, on va dire, de guerre à château d'habitation. Donc ce château a été modifié, voilà, au fur et à mesure du temps. Et le château a été possédé par 3 familles. La dernière personne qui a possédé le château, on va dire, c'était la marquise de Brillat, qui, à sa mort, l'a légué à une association qui va le vendre aux enchères. En 1963, le château fut acquis par le Conseil général, voilà, et qui va le transformer. À l'intérieur, vous avez un parc de 23 hectares, magnifique, et vous avez une université du vin qui permet de goûter des vins, de s'initier à l'œnologie. Parce que c'est vrai que bon, je ne vais pas en reparler encore aujourd'hui, on en a parlé hier du côté de l'étape du Ventoux, mais c'est encore une région avec pas mal de vins hein, du côté de la Drôme, même si ce sont des vins qui ne sont pas forcément extrêmement connus, et bien entendu, comme je dis toujours, à boire avec modération. Voilà, et puis ne reprenez pas la voiture derrière, surtout. On poursuit du côté de cette étape, du côté de la commune de Chamaret, avec son château de style médiéval qui date du XIIe siècle. La construction qui a commencé en 1136 sous Dodon Ier de Chamaret, qui va s'achever en 1157. L'aîné des Chamaret, hein, donc l'un de ses enfants, va construire son propre donjon qui va s'appeler aujourd'hui le Pigeonnier. Voilà, Almalric de Chamaret de la branche cadette. Voilà, donc il va faire, donc c'est pas du tout son enfant, qui va faire construire son propre donjon. L'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux va se partager la suzeraineté avec les Adhémars et qui vont rentrer en possession complète de Chamaret en 1506. La partie nord du château s'écroule en 1696, puis avec le séisme de 1772, la tour construite, elle, va résister. Et le château va servir de carrière de pierre aux habitants au moment de la Révolution, comme souvent hein, du côté des châteaux médiévaux, féodaux, qui vont être assez détruits hein, pendant la Révolution française. On passe du côté de Grignan. Grignan avec son château. Grignan, ce magnifique château hein, qui date de la Renaissance. Il est perché sur un promontoire rocheux et est témoin de l'architecture Renaissance. Voilà, il incarne également l'histoire mouvementée de la région. Notamment, il a été possédé par la famille des Adhémars. Ça va le transformer en magnifique demeure de plaisance. Et puis, la marquise de Sévigné va y séjourner lors de visites à sa fille Françoise Marguerite à plusieurs reprises. Alors, le château va être encore démantelé à la Révolution, mais il est reconstruit au début du XXe siècle par sa propriétaire Marie Fontaine, qui est une riche héritière du nord de la France et qui va consacrer sa fortune à cette restauration. Et depuis 1979, il appartient au département de la Drôme, qui mène un programme ambitieux de restauration. Voilà. Donc vous avez une riche programmation culturelle voilà, dans ce château. Et bien entendu, on va parler de Madame de Sévigné, qui est née en 1626 à Paris, qui est morte en 1687 au château de Grignan, en 1696. Donc voilà, qui a fait beaucoup de lettres, voilà, beaucoup d'écrits, Madame de Sévigné, qui sont devenus bien très connus du côté de la littérature française. Voilà, elle permet également de connaître un petit peu ses relations et les relations, par exemple, de certains membres de la cour. Alors, Madame de Sévigné va se rendre 3 fois à Grignan.
où elle va admirer la vue sur le mont Ventoux depuis l'esplanade du château. Et elle va y décéder lors de sa 3e visite où elle était venue s'occuper de sa fille Françoise, qui était également en mauvaise santé à ce moment-là, et elle fut enterrée dans le caveau familial des Grillans. Sa tombe fut profanée en 1793, et depuis, la légende disait que son crâne avait été coupé en deux lors d'une expertise pour s'assurer qu'elle reposait bien sur les lieux. Et en 2005, on a bien retrouvé, lors d'une expertise où le caveau va être ouvert, le crâne coupé en deux. Donc cette légende était bien vraie. Voilà, autour de Madame de Sévigné. Voilà. On passe à Tolignan. Tolignan est un village assez remarquable, voilà, du côté de Tolignan, où il faut s'arrêter. De toute façon, c'est à côté du château de Grignan. Il y a 4-5 km entre les deux. Tolignan qui garde des traces d'une villa gallo-romaine associée à un lieu de culte, qui va être remplacé par une petite chapelle rurale de Saint-Marcel. Et le village entourait complètement l'ancien château qui occupait la partie la plus haute du village et qui était entouré de ses propres remparts. Alors les remparts sont assez bien conservés. On a encore 14 tours anciennes. Voilà. Et vous avez également une des 2 portes d'origine qui a été conservée. Et vous avez aussi un musée de la soie, voilà, qui entretient le souvenir de cette industrie, avec un chemin de la soie, une balade d'1h30 qui a été mise en place autour de la ville, autour du village, de cette commune. On poursuit après Tolignan avec le village de Bourdeau. Village de Bourdeau, là aussi un village ancien du côté de Bourdeau. Je vais le retrouver, qui est situé en bordure du Roubion. Alors Bourdeau, pas Bordeaux, faut pas confondre. C'était un haut lieu du protestantisme qui a été conservé avec un patrimoine naturel remontant au XIIe siècle. Ça a été un chef-lieu du canton. Alors aujourd'hui, c'est un petit village, 570 habitants. La principale activité est l'agriculture et cette dernière propose une palette très variée de produits locaux et on développe le tourisme depuis une quinzaine d'années avec la création et l'aménagement de sites d'accueil qui offrent un choix très diversifié de circuits pédestres et équestres et d'activités culturelles. Voilà. Et une légende, là encore, la légende d'Alberthe de Poitiers, qui était la fille du seigneur de Bourdeau, et qui aurait vu ses 2 prétendants s'entretuer pour sa main Landard tournois. Et elle en serait morte de chagrin, et une fontaine lui serait dédiée dans la commune. Voilà, et raconterait un petit peu cette histoire malheureuse. Voilà. Elle avait 2 prétendants, et en début de journée, et en début de soirée, elle s'est retrouvée toute seule à pleurer à pleurer toute l'eau de son corps, voilà. Et puis on va du côté de Saou, où vous avez un donjon du côté de Saou, voilà, ce donjon que vous voyez à l'écran. Le donjon de Saou, j'étais un petit peu trop loin dans mes... Voilà, Saou, voilà, qui est au cœur également d'une forêt classée. Donc notamment un beffroi, et pourtant on est dans le sud, les beffrois c'est plutôt dans le nord, et plusieurs châteaux, notamment le donjon de l'Astic, voilà, qui date du XIVe siècle. Alors c'était une maison forte connue dès 1493, qui a été réaménagée en 1577 par la famille de l'Astic. Et lors de la vente des biens nationaux en 1793, l'édifice est divisé en 8 lots et très endommagé. Et puis la route, également, qui a été créée en 1880, a percé l'enceinte de la maison forte et isolé les 2 tours du nord. Voilà. Une des 2 tours est actuellement en ruine, l'autre toujours en élévation, conserve un cadran solaire. Voilà, du côté de cette ville, enfin de ce village, là aussi, 570 habitants, du côté de Saou. Et puis on termine également avec... un dernier élément à voir, c'est du côté de Grane. Du côté de Grane, nous avons
eh bien, le château de Grane qui date du XIVe siècle et qui a été pendant 4 siècles la propriété des comtes de Poitiers-Valentinois. Le dernier de la lignée, Louis II de Poitiers-Valentinois, légat le 11 août 1404, c'est bien au roi Charles VI. Et à 62 ans, il est pris en otage et retenu prisonnier dans son propre château par son cousin Jean de Poitiers. Alors sa capture se fait avec la complicité de son frère Jean, évêque de Valence, donc autant vous dire que la famille l'aimait énormément, hein, ce Louis II de Poitiers, et qui attendait à la porte avec une escorte de 26 ou 27 cavaliers armés. En 1447, les comtés sont rattachés par Louis XI à la France, et à cette date, le château est en ruine. Alors, les guerres de religion vont semer la dévastation, et le château est vendu comme bien national en 1792. Moi, des fois, je relis pas mes textes, mais je m'aperçois aussi que du côté du site d'ASO, on a parfois des petites coquilles au niveau des textes. Il y a 2-3 coquilles sur notamment cette étape-là qui... Ça aurait valu quand même peut-être une petite relecture de la part du site ASO. Parce que moi je suis tout seul, mais eux je pense qu'ils sont quand même plusieurs. Donc ça aurait pu être une relecture. Allez, on regarde tout de suite la ville de Valence. Alors, ce qu'on peut voir du côté de Valence, eh bien on va commencer avec le kiosque Péné, qui date de 1862. Alors le kiosque à musique du Champ de Mars, il date de 1862. Il est l'œuvre de l'architecte Eugène Poitou, on dirait un personnage du Palmachot, pour ceux qui ont la référence. Il est architecte des hospices civils et militaires de Valence. Et il a également créé la fontaine monumentale. Il va falloir attendre 1942 pour que le pavillon va acquiert sa renommée grâce au dessinateur Raymond Péné. Et puis qui faisait étape à Valence et qui va dessiner tout simplement le kiosque. Ce dessin du couple des amoureux de Péné qui va connaître un succès immédiat et fait très vite partie du patrimoine de l'imagerie. Et ces amoureux vont faire le tour du monde et vont orner une quantité d'objets. Et ensuite, devenu célèbre en avril 66, Raymond Péné qui va baptiser le kiosque qui portera désormais son nom de kiosque Péné. On poursuit du côté de Valence. Après ce kiosque magnifique, eh bien, vous avez cette maison, la maison des têtes. Voilà, alors cette maison des têtes, c'est du gothique flamboyant et un petit peu de style de la Renaissance. Alors cette maison a été construite au début du XVIe siècle par Antoine de Dorne, qui était professeur à l'université et d'un retour d'un voyage en Italie, qui va vouloir reproduire un petit peu ce qu'il avait vu avec cette maison qui va marquer le passage du gothique flamboyant à la Renaissance. Elle doit son nom, cette maison des têtes, aux nombreuses têtes sculptées. C'est vrai qu'alors là, il y a d'autres photos, mais les photos ne sont pas exceptionnelles là aussi en termes de qualité. Parce qu'on a du mal à voir toute la façade un petit peu de loin. C'est vrai que de près, il y a beaucoup de têtes sur la façade pour avoir vu des différentes photos avant d'avoir fait cette vidéo. Alors, cette maison va changer plusieurs fois de moins au cours du 19e siècle. Ça va être même un bien privé jusqu'en 1980 où la ville de Valence va en faire acquisition. On poursuit également du côté de cette étape avec le parc de la ville. Le parc, hop là, je vais fermer, du côté de cette commune. Voilà, vous le voyez ici. Alors c'est un parc qui a été inauguré à l'époque par Émile Loubet, qui était le président en 1905. Et ce parc, depuis 1942, est inscrit à l'inventaire des monuments naturels et sites à caractère artistique. Parce qu'à l'intérieur de ce parc, en plein cœur de la ville, vous avez quand même 700 arbres aux essences rares qui sont visibles. Donc vraiment, pour les amateurs de jardin, pour les amateurs de parc, c'est un lieu où il faut aller.
Et puis on termine, alors il y a d'autres choses intéressantes à voir hein, du côté de Valence, notamment un centre du patrimoine arménien, mais on va finir avec le théâtre. Le théâtre de Valence, magnifique théâtre comme vous pouvez le voir, qui date du 19e siècle. À l'époque, la ville de Valence est une ville de garnison et elle accueille des milliers de militaires dans les casernes. Et puis la présence d'une école d'artillerie attire de nombreux jeunes sous-officiers et officiers, parfois avec leurs familles. Et le problème, c'est qu'ils peuvent rien faire. Le week-end, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a rien pour s'amuser un petit peu. Donc, on va créer la construction de ce théâtre. Alors, bien entendu, à l'intérieur, vous voyez, c'est une salle à l'italienne rose et or qui date de 1837 avec un son et une acoustique incroyable. Voilà, et là aussi, hein, vous avez une saison culturelle riche et variée du côté de ce magnifique théâtre à l'italienne. On passe maintenant à la gastronomie du côté de cette journée et comme vous avez promis, pas mal de petites bonnes choses à manger. On commence avec la caillette. Alors la caillette, c'est une spécialité ardéchoise, mais il y a également la caillette dromoise. Il y a un petit peu un affrontement entre ces deux caillettes. C'est un petit pâté de la taille d'un poing à base de viande de porc, gorge et foie, qu'on va farcir d'herbes aromatiques et potagères et on va mettre autour une crépine. Voilà ce qui va permettre à toute cette farce de se tenir. Alors, la caillette dromoise, car nous sommes du côté de la Drôme, eh bien, elle est faite avec de la salade et de la viande, alors que la caillette ardéchoise, elle va être faite avec des feuilles de blette et des épinards. On peut même avoir du chou. Et puis, donc, un peu moins de viande que dans la caillette dromoise. Voilà, donc, vous pouvez manger ces deux caillettes. On a également les ravioles. Alors, les ravioles, c'est vraiment la spécialité de la région. Alors, les ravioles, ce sont des petites pâtes, hein, c'est pas très grand, c'est un plus petit qu'un ravioli, hein, voilà, c'est tout petit des ravioles. Les ravioles du Dauphiné, qui sont extrêmement connus, voilà, qui sont même une IGP désormais, ces ravioles du Dauphiné. Alors, ça aurait été créé, pardon, du côté de la commune de Royan en Vercors à la fin du XVe siècle. Ce sont des charbonniers italiens qui n'avaient pas de viande voilà, dans les forêts, qui l'auraient remplacé par une farce à base de fromage de chèvre et qui vont détourner en fait les raviolis. Et ça daterait de l'époque romaine, voilà le mot raviole. Voilà. Il viendrait donc d'un mélange entre la rave et la rissole. Et au début du XXe siècle, les familles ne confectionnent plus elles-mêmes les ravioles et font appel à des ravioleuses professionnelles qui se déplaçaient de ferme en ferme. Et ça va créer l'industrie de la raviole qui est donc label rouge et IGP depuis 2009. Donc c'est une pâte de farine de blé tendre, d'œufs et d'eau qui entourne une farce à base de comté, de fromage blanc et de persil. Voilà, donc le cahier des charges est extrêmement strict si on veut avoir des vrais ravioles du Dauphiné. Alors maintenant, ça se trouve également dans les supermarchés, hein, les ravioles. À une époque, vous trouviez que les raviolis, mais maintenant, vous trouvez également pas mal les ravioles. On passe au fromage avec le picodon. Le picodon, c'est un fromage au lait cru de chèvre, à pâte molle et à croûte naturelle. Alors, il est produit dans les Cévennes ardéchoises, mais une partie de la vallée du Rhône et les préalpes drômoises. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, il pèse environ 60 grammes et c'est un disque plat au bord arrondi, comme vous pouvez le voir. AOC depuis 1983 et une appellation d'origine protégé depuis 1996. Alors la meilleure période pour le consommer, c'est de mai à janvier. Et du côté de Wikipédia, on nous conseille de le manger avec de la compote pomme vanille. Voilà. Du côté de ce fromage. Donc faire un petit côté fromage et sucré de l'autre côté. Alors le poids minimum est de 60 grammes à 12 jours. Mais avec l'affinage qui se poursuit, le poids peut diminuer, hein, la meule peut se rétrécir et ça peut passer aux alentours de 45 grammes.
Voilà. Et donc, le fromage peut avoir un goût différent par rapport à ce que les chèvres vont manger dans les herbages, hein, selon la saison. L'herbage peut être un petit peu différent du côté de ce fromage qui daterait du XVIe siècle. Car on sait que Ronsard en a dégusté au château de Tournon. Voilà. On poursuit avec un autre fromage assez intéressant de la région. Hop là, vous le voyez, il est tartiné, hein, c'est un fromage qui s'appelle le Foujou. Alors le Foujou, c'est un fromage fort élaboré dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. C'est élaboré à base de fromage frais de chèvre et de picodon ou de rigotte de Condrieu, voilà, qui serait devenu à ce moment-là trop sec. Et il faut râper les fromages secs et écraser les frais à la fourchette, ce qui va donner cette préparation, le Foujou, que l'on fait dans des pots. On peut le faire par soi-même, hein, dans des pots de grès. Voilà, ça peut être très intéressant. Voilà. Alors vous pouvez servir cette préparation avec du fromage frais ou des larges tranches de pain de campagne. Hein. Vraiment, c'est très intéressant. Il est à noter que dans la Drôme, on ajoute un verre de vin blanc à cette préparation, hein, pour donner un petit peu de goût, voilà, à ce fromage. On poursuit du côté de nos pérégrinations gastronomiques, du côté de cette étape. On va retourner du côté de la ville de Bolène, si je ne me trompe pas, avec le pavé du Lèze. Alors le pavé du Lèze qui a été créé en 1993 après les inondations de la ville de Bolène. Et ça va inonder notamment la boulangerie de François Pommier, qui va avoir l'idée, pour, on va dire, relater un petit peu cet événement, de créer une spécialité pâtissière. C'est à ce moment-là que vont naître les pavés du lait ou du lait, je pense qu'on doit dire peut-être du lait. Alors ils sont préparés à base d'une pâte sucrée aux amandes brutes qu'on va recouvrir d'une macaronade aux amandes également. Et pour terminer la préparation, ils vont être bordés de chocolat noir. Alors ça se déguste toute l'année sauf en période de fête de fin d'année. Et puis une deuxième spécialité également de la commune qui s'appelle le Mistralet. Je vous le montre également en photo. Le Mistralet été créé pour la foire Saint-Martin en 2001. Donc les partenaires de cet événement étaient la ville de Bolène et les artisans boulangers et pâtissiers de la ville, ainsi que le groupement des boulangers pâtissiers du Vaucluse, ont décidé de créer une recette. Alors les ingrédients sont les suivants. Vous avez une pâte brisée qui est garnie de pommes au miel nappé et de crème pâtissière parfumée au rhum. On va rajouter à tout ça une meringue aux amandes et puis on va tout coiffer, d'un florentin d'amandes effilées. De leur région, il faut aimer l'amande, hein, sur les deux spécialités du coin. Et c'est un gâteau de voyage, voilà, il est idéal pour les moments festifs. Du côté de ces deux spécialités locales, voilà, qui sont mises en avant, notamment par l'Office du tourisme. On poursuit avec ces petits bonhommes. Ces petits bonhommes, ce sont des Suisses. Là, on est du côté de Valence. On peut parfois les appeler les pantins du côté de la commune de Romans-sur-Isère. Alors du côté de Valence, ils ont une histoire un petit peu particulière. Ces petits gâteaux qui sont en fait des sablés à la fleur d'oranger qui sont dessinés, on va les mouler, on va les dessiner à la main, en forme de soldat. Voilà, ça ressemble à un soldat suisse. Pourquoi un soldat suisse et pourquoi ça s'appelle le Suisse? Parce que ça daterait d'un personnage typique de Valence. C'est le fruit en fait d'un mariage entre la gastronomie et le général un personnage valentinois qu'on appelait le Suisse et qui a été prisonnier par le général Bonaparte et le pape Pie VI du côté de Valence où il va mourir en 1799. Et en son honneur et pour rappeler le costume des gardes suisses, eh bien, un pâtissier de la ville aurait eu l'idée de confectionner cette spécialité. Alors, on la mange pendant les fêtes de Pâques et aussi pendant le dimanche des Rameaux,
qui est le jour de sa fête. Voilà, aux Suisses de Valence. On a également dans la région le melon de Cavaillon, que l'on voit ici, qui est une spécialité de la région, qui est une indication géographique protégée. Voilà ce melon de Cavaillon. 3150 tonnes de melons qui sont cultivés sur 810 hectares. Et il y a également une fête, la fête du melon. C'est du côté du deuxième week-end de juillet. Voilà, et c'est organisé sur 2 jours, notamment animé par la confrérie, comme on en a beaucoup en France, la confrérie du melon. Alors un bon melon de Cavaillon, c'est un melon de type charentais jaune qui va être reconnu par sa chair orange qui est extrêmement douce. Il a une teneur en sucre élevée et un poids variant entre 550 grammes et 1,750 kg. Alors là, ça me semble extraordinaire, mais pourtant je suis sur le site du gouvernement, le site du ministère de l'Agriculture. 1,750 kg, c'est plus un melon là, à ce niveau-là, c'est une bête. Hein. C'est une pastèque, c'est plus un melon. Le fruit est arrondi et légèrement sillonné. Voilà. Du côté du melon de Cavaillon. Et puis on va terminer du côté de ces pérégrinations gastronomiques. Je vous avais dit, il y a beaucoup de bonnes choses à manger, beaucoup de bonnes spécialités dans la région. Eh bien, on va passer du côté de la Drôme au chocolat Valrhona. Voilà, cette marque assez connue notamment par les spécialistes du chocolat. Donc ce chocolat Valrhona, il y a même une cité du chocolat du côté de la Drôme, où vous pouvez voilà, comprendre comment est fabriqué un petit peu le chocolat. Ça peut être une visite intéressante, une visite également gourmande. Et je ne savais pas, c'est que le chocolat Valrhona, eh bien, cette entreprise qui date de 1922, a inventé le chocolat blond, le chocolat blond qui n'est pas du chocolat. En fait, on n'a pas le droit de l'appeler chocolat blond, mais qui est, on va dire, la 4e sorte de chocolat. Il y a également le chocolat rose désormais, si vous en avez déjà goûté. C'est un petit goût de fruits rouges, ce chocolat rose, ce chocolat rubis. Et vous avez donc le chocolat dulcé. Le chocolat dulcé, en fait, c'est du chocolat blanc, mais du chocolat blanc qu'on a fait trop cuire, tout simplement. Alors, comment ça a été découvert? Ça a été découvert par Frédéric Beau, qui était un chef pâtissier et qui aujourd'hui fait partie de l'entreprise Valrhona. Il se trouvait au Japon pour le salon du chocolat. Et en fait, il fait sa démonstration, on va dire, et il oublie son chocolat blanc au bain-marie. Ah, quelle erreur, quelle erreur! Sauf que parfois, comme les bêtises de Cambrai, cette erreur va devenir un excellent produit qui va être le chocolat blond, parce qu'il va avoir pris une légère teinte blonde. Vous voyez, c'est un chocolat qui est un petit peu couleur, plus un petit peu dans les teintes marron caramel, et une odeur délicate de sablé grillé et de lait caramélisé. Voilà. Alors, si vous avez jamais goûté du chocolat blond, moi je vous le conseille parce que c'est extrêmement bon, le chocolat blond, notamment dans des recettes, mais même comme ça à manger, hein, même tout simplement. Parce que certains auraient peut-être peur de manger du chocolat blond, mais si vous n'aimez pas le chocolat blanc, moi j'aime pas vraiment le chocolat blanc, je peux vous dire que le chocolat blond, ça peut vous réconcilier avec le chocolat blanc, vraiment, parce que c'est excellent. Et alors maintenant on en voit dans des recettes dans le commerce, mais vraiment c'est excellent. Vous pouvez l'utiliser pour des cheesecakes par exemple, le chocolat blond. C'est très très bien pour des crèmes, des mousses, voilà, ça peut être excellent, voilà, ce chocolat blond. Donc ça a été inventé, on peut dire un petit peu du côté de Valrhona. Il a fallu quand même 8 ans pour trouver la recette parfaite, parce que à partir du moment où on a fait la bêtise et le chocolat qui a été vendu dans le commerce, il a fallu 8 ans. Et je ne savais pas, c'est qu'il y a le chocolat blond et le chocolat Aurélis, qui est en fait un chocolat blond un petit peu différent, qui lui a des arômes de réglisse. Voilà, note biscuitée à arôme de réglisse. Ça va très bien avec des sablés bretons aussi. Hein. Un petit cheesecake, base sablé breton, vous mettez une petite mousse cheesecake et puis au-dessus un petit nappage chocolat blond, une petite mousse chocolat blond. Ça donne un résultat excellent. Allez, conseil recette du jour. J'ai l'impression des fois d'être Vincent Ferniaud du côté de Village Départ.
L'histoire du Tour de France avec l'édition 2021, l'étape numéro 10. C'était déjà une étape qui arrivait du côté de Valence avec une étape de transition. Mais après seulement 10 jours de course, compliqué de surprendre les différentes équipes de sprinters. La bonne échappée met 9 km à sortir parce qu'on manque un peu de coureurs courageux pour cette étape. Et à l'avant, on a le Québécois Hugo Houle avec Tosh van der Sande. L'écart maximum arrive au kilomètre 25 avec 6 minutes d'avance. Mais ils n'ont déjà à ce moment-là qu'une chance résiduelle de s'imposer. Au même moment, Stefan Kung tente de créer un mouvement de course pour rejoindre le duo de tête, mais ça ne marche pas. À 106 km de l'arrivée au sprint intermédiaire, le peloton est à 3 minutes 18, peloton qui contrôle totalement la situation. Et à 67 km de l'arrivée, petit moment d'excitation avec le peloton qui s'affole avec un peu de vent de côté. Et nous avons une chute, elle concerne Sepp Kuss, Richie Porte, Carapaz et Van Aert qui est ralentie. Avec cette tension dans le peloton, l'échappée est reprise à 35 km de l'arrivée, mais à 16 km du terme, le peloton casse sous l'impulsion des Bora. Tout le monde revient sans trop de problèmes. On arrive dans le final avec un peloton groupé. Gros travail de quick step pour Mark Cavendish. À 500 mètres, il a encore deux équipiers. Par contre, derrière, c'est la bagarre pour prendre sa roue. L'Anglais s'impose pour la 33e fois sans trembler, car parfaitement emmené par son équipe. C'est net et sans bavure. Et puis on rappelle qu'il y en aura encore deux autres de victoires pour atteindre les 35 et battre ce record d'Eddy Merckx. Mais ça, c'était l'an dernier sur l'étape numéro 5, je crois me rappeler, du Tour de France. Allez, on regarde tout de suite le cycliste du jour. J'avais dit que je devais en parler à Caen, je crois, lors du contre-la-montre. J'allais en parler un petit peu après avec Charlie Mottet. Alors Charlie Mottet, bien entendu le spécialiste des chronos et des prologues. Charlie Mottet, vainqueur de 3 étapes sur le Tour de France entre en 91 et 90 au niveau de son palmarès. Il a également fait de la piste. C'est vrai que sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune pendant 6 jours. C'était en 87 où il avait fini 4e du général, également en 91 dans sa carrière. Il fera aussi un autre top 10 en 89 aussi du côté de son palmarès. Numéro 1 mondial également à l'époque où il y avait un classement mondial sur la saison, ce qui remonte un petit peu, donc il a été numéro 1 mondial. Donc il a couru jusqu'en 94, il a fait également deuxième du Tour d'Italie 1990. Voilà, sur le Tour d'Italie, il a participé 2 fois, 21e en 84 et meilleur jeune. Il avait remporté la première étape et donc deuxième en 1990. Il va également faire une fois le Tour d'Espagne en remportant 2 étapes, ce qui fait qu'il fait partie également des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Donc il a été numéro 1 mondial en 89. Voilà, dans sa carrière. Et puis ensuite, après avoir terminé chez les professionnels, il va devenir directeur, il va construire le parcours du Dauphiné avant que le Dauphiné soit repris par ASO. Il va être également responsable du côté de l'UCI. Aujourd'hui, il fait partie de l'organisation du Grand Prix de Québec et du Grand Prix il a fait partie de l'organisation du Grand Prix de Québec et du Grand Prix de Montréal. Et puis il a également été sélectionneur de l'équipe de France en 97 et en 98. Mais autant vous dire qu'en 97, on peut avoir quand même des gros doutes sur les 2 titres de champion du monde, à la fois de Laurent Brochard, à la fois de Laurent Jalabert et même de Gianni Longo. C'est vrai que les 3 titres remportés cette année-là en 97, voilà, on peut avoir des sacrés doutes à ce moment-là. Mais voilà, membre du côté de l'UCI. De toute façon, il restera sélectionneur parce qu'il devait être. En fait, il se retrouve sélectionneur en 97, sélectionneur par intérim. Et puis, il va être sélectionneur également
Ensuite, dans les années 90, parce que voilà, en 97, il va continuer en 98, mais il n'y aura pas la même réussite, il va arrêter. Au milieu de l'année 99, voilà, du côté des sélectionneurs. Voilà, parce que c'était Bernard Thévenet qui avait été pris en 96. Et puis voilà, il y aura eu plein de sélectionneurs. Celui qui le remplacera, c'est Charlie Bérard. Il n'y aura pas forcément une grande réussite. Ensuite, il y aura Frédéric Moncassin, Jalabert. Bon, voilà, il y aura pas mal de situations un petit peu compliquées, voilà, pour la France ensuite, en termes de résultats. Bon, on passe désormais au cycliste, enfin après le cycliste du jour. On pourrait parler également de Léa Curigny, hein, qui est de la région, la coéquipière de la Groupama FDJ aujourd'hui, qui a longtemps été équipière de Juliette Labousse, également du côté de la DSM. Du côté de la météo, temps ensoleillé du côté de cette journée, sauf du côté de la ville de Marsanne. Donc voilà, dans cette zone-là où le temps sera un peu plus humide avec 50% de risque de pluie et un temps plus nuageux, mais du côté de Valence et du côté des villes auparavant, hein, on aura un gros soleil dans cette étape, à part quelques passages nuageux, sauf voilà, aux alentours de la ville de Marsanne où le risque de pluie est un petit peu plus important. Température comprise entre 26 et 28 degrés, donc on n'est absolument pas sur un temps caniculaire. Avec par contre un vent qui va pas aider hein, les baroudeurs. Vent de nord-ouest, puis à partir de Marsanne, vent de nord. Donc vent qui sera défavorable sur une grande partie du parcours. Et ça va pas aider les baroudeurs hein, quand il va falloir résister au retour du peloton. En termes de stratégie, eh bien c'est simple. On aura des costauds dans l'échappée, mais je pense qu'on ne va pas les laisser partir. Sur une étape comme celle-là, il ne faut pas les laisser partir du côté des sprinteurs. Tout simplement parce qu'il y a encore trop de coureurs qui ont faim. Il y a encore, voilà, Milan il a encore faim, Merlier il a encore faim, il y a la bataille pour le maillot vert. Donc Milan sait que c'est aujourd'hui il faut qu'il marque des points. Je pense que ça va être très compliqué d'avoir beaucoup d'avance et de réussir à échapper à un retour du peloton. Même si sur la fin ça sera peut-être désorganisé. Donc il faut une grosse équipe enfin il faut des bons baroudeurs, mais je me dis que si on est intelligent on ne les laissera pas partir du côté de cette formation. Mais après on peut toujours avoir des surprises. Mais contrairement à d'habitude, je pense que les sprinteurs ont encore très faim. Et puis bon voilà, ils savent que c'est leur vraiment dernière opportunité peut-être. Donc ça va quand même les motiver énormément. Du côté de mes favoris, bah, comme moi je vois quand même plutôt un sprint, je mets Milan face à Merlier, parce qu'on les voit, hein, ils sont quand même au-dessus ces deux-là. Donc normalement, est-ce que Merlier va égaliser face à Milan? Ça va être la grosse interrogation. Et puis en 3, je mets Casper Asgreen. Enfin voilà, est-ce qu'on va avoir une égalisation Milan-Merlier à deux partout? Pour l'instant, il y a 2-1. Et puis Casper Asgreen, en cas d'échappée. Parce qu'on sait que dans ce registre-là, il est très difficile à reprendre. En grosse cote, j'ai mis également un autre coureur en cas d'échappée, Magnus Cort Nielsen, voilà, le coureur de la Uno X, également très costaud dans ce genre de cas. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h35, départ fictif qui sera, je crois, le plus court de ce Tour de France avec seulement 5 petites minutes. Le sprint intermédiaire à Roche-Saint-Secret-Bécon, c'est à 112 km de l'arrivée entre 14h50 et 14h55. Poroux à 83 km de l'arrivée entre 15h27 et 15h36. Le col de Tarteguille, quatrième catégorie à 43 km de l'arrivée entre 16h16 et 16h29 pour une arrivée prévue entre 17h10 et 17h29 pour cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!